nous rejoignez sur Radio J et vous entendez cette magnifique voix, celle d'Ofra Haza Yerushalayim Shelzahav. Médecin, penseur, homme de lettres, figure emblématique du sionisme, il fut l'un des auteurs sionistes les plus célèbres de l'Europe de la fin du siècle dernier. Max Nordau, et on en parle ce matin, il était le bras droit de Théodore Herzl et à ce titre cofondateur de l'organisation sioniste mondiale et pourtant bien moins connu que son ami, également président et vice-président de plusieurs congrès sionistes, un homme éclairé, nourri de culture classique, qui fut à la fois témoin et acteur donc de la vie intellectuelle, sociale et politique de son temps, également connu pour ses critiques sociologiques, auteur d'un certain nombre de livres parfois controversés, dont le plus controversé, Dégénérescence. C'est l'occasion ce matin de revenir avec vous, Christophe, sur la vie extraordinaire donc de cet homme, Max Nordau, disparu le 23 janvier 1923. De son vrai nom, Simon Maximilien Sudfeld, Max Nordau naît le 29 juillet 1849 à Pest, situé dans ce qui était encore alors le royaume de Hongrie. Son père, Gabriel Sudfeld, est un rabbin, poète qui gagne toutefois sa vie en tant qu'enseignant d'hébreu. Issu d'une famille orthodoxe, Simon suit donc d'abord des cours dans une école élémentaire juive, puis comme beaucoup de juifs de bonne famille de son temps, dans un lycée catholique. Il rejoint ensuite l'université et obtient son diplôme de docteur en médecine. Et oui, mais loin des études de médecine, c'est dans le journalisme que Max Nordau s'épanouira. Il travaille comme journaliste pour des petits journaux de Budapest avant de s'installer en 1873 à Berlin. C'est à ce moment-là qu'il change d'ailleurs son nom et qui se fait appeler donc Max Nordau. Il est alors envoyé à Paris comme correspondant de la Die Neue Freie Presse. Et justement, précisons que c'est bien à Paris que Nordau passera la majeure partie de sa vie, comme Théodore Herzl, exemple typique du juif européen totalement assimilé et acculturé. Pour preuve, malgré son héritage juif orthodoxe, il se marie avec une chrétienne protestante. Plus tard, dans son autobiographie, l'homme racontera se sentir très proche de la culture allemande. Et voilà ce qu'il écrit. Quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, j'ai quitté mon mode de vie juif et l'étude de la Torah. Le judaïsme est resté un simple souvenir et depuis lors, je me suis toujours senti très allemand. Mais malgré son amour donc de l'Allemagne, Max Nordau n'oublie pas d'où il vient. Il est juif et il sera témoin d'un climat d'antisémitisme de plus en plus délétère en Europe, notamment avec l'affaire Dreyfus qui débute en 1894. Ce sera d'ailleurs le déclencheur véritablement qui convainc Nordau que le sionisme est à présent nécessaire, même si Nordau lui-même n'est pas du tout religieux, comme Théodore Herzl d'ailleurs qu'il va rencontrer lors de ces années-là. Nordau prend conscience de l'universalité, dit-il, de l'antisémitisme. Oui, deux hommes vraiment très proches et vous parlez de cette rencontre avec Théodore Herzl, justement, elle est importante. Leurs deux noms sont désormais liés à vie. Les deux hommes qui vont se rencontrer au sein de la rédaction du journal viennois Neue Freie Presse, pour lequel ils travaillent tous les deux. Nordau conseille énormément Herzl. Et à cette époque, en août et septembre 1899, il est ainsi envoyé à Rennes pour couvrir le procès Dreyfus. Il restera d'ailleurs choqué par cette foule parisienne criant des slogans antisémites contre le capitaine. Affaire qui va durablement marquer les esprits de ces juifs pourtant parfaitement assimilés. Absolument, le moyen pour eux de s'interroger véritablement là sur la réussite de l'assimilation. Et la réponse est claire, voire étonnante finalement pour ces hommes à l'époque. Pour ces intellectuels, l'affaire Dreyfus fortifie leur idée de l'échec de l'assimilation pour les juifs, échec de l'intégrationnisme et l'évidence donc de l'universalité de l'antisémitisme. D'ailleurs hier, en préparant ce dossier, Christophe, pour faire un petit aparté, je me suis demandé ce que ça aurait donné une discussion entre un Max Nordau et un Théodore Herzl avec Éric Zemmour de notre temps qui, lui, juif assioniste, considère que l'assimilation est bel et bien impossible et souhaitable. Oui, on entre là effectivement dans un autre débat et à une autre époque, sachant que effectivement Éric Zemmour serait d'autant plus considéré peut-être comme bien moins assimilé que Herzl et Nordau autrefois. Herzl, qui justement, on le rappelle, envisageait même de se convertir au christianisme. Quoi qu'il en soit, l'affaire Dreyfus, Nordau la suit attentivement. Le procès est plus qu'un déni de justice selon son ami Théodore Herzl. Un procès conforme, je cite, à la volonté de l'écrasante majorité de la France de condamner un juif et avec ce juif, tous les juifs. De cette idée naîtra donc l'idée de la fondation d'un foyer juif, quoique déjà évoqué plusieurs années auparavant par l'écrivain Léon Pinsker en 1882. L'idée de ce foyer se dessine de plus en plus concrètement. Nordau réussit aussi à convaincre Herzl que le sionisme doit avoir des bases démocratiques, même s'il était alors à l'époque impossible, on l'imagine bien, de se représenter tous
les groupes juifs. Et c'est bien pour ça que Nordau persuade Herzl de la nécessité d'une assemblée. Cela permet aussi de contrer les accusations comme quoi les sionistes ne représenteraient qu'eux-mêmes. Désormais, donc, il sera possible de donner son avis sur la marche à suivre via les fameux différents congressionnistes. Et en fait, Nordau voit véritablement le peuple juif comme ayant un droit pour la politique, dont qu'il ne peut pleinement exercer sans avoir son propre État, à la différence de Herzl, qui favorise l'idée d'une politique formée par les élites. Nordau insiste, lui, pour que le Congrès se dote de règles démocratiques et appelle à voter sur tous les sujets importants. Pour lui, le peuple juif, eh bien, c'est l'essence d'une nation démocratique. Et en tout, il y aura donc 11 congrès sionistes. Le premier, organisé d'ailleurs par Max Nordau, se tient à Bâle, en Suisse, du 29 au 31 juillet 1897. Sa renommée comme intellectuel attire l'attention sur le projet. Voir ce juif, essayiste, journaliste aussi brillant, va évidemment convaincre les esprits indécis. À la tribune, Max Nordau fait ainsi un discours remarqué sur l'évaluation de la condition juive en Europe et présente déjà, soit plus de 40 ans avant la Shoah, des statistiques pour dépeindre la misère noire des communautés de l'Est. Il parle aussi des stéréotypes dont sont à l'époque victimes les Juifs, notamment le fait qu'ils ne seraient que des marchands et des hommes d'affaires, argumentant que les innovations financières les plus modernes, telles que les assurances, ont été inventées par les non-juifs. Pour lui, le peuple juif mérite mieux. Alors évidemment, derrière toutes ces idées, ce sionisme revendiqué, se trouve aussi une critique virulente de la civilisation européenne et de son orientation, ce qui a certainement contribué aussi à son rôle dans la fondation, à Max Nordau, de ce sionisme moderne. Et on va encore se rappeler au bon souvenir de notre classe préparatoire, Christophe, puisque là, finalement, on entre aussi dans la philosophie. L'un des principes centraux des croyances de Nordau était l'évolution en toute chose, et il a conclu que l'émancipation n'était pas née de l'évolution, justement. Il faut se concentrer aussi tôt, effectivement, ce matin, mais en effet, le rationalisme français du XVIIIe siècle, basé sur la logique pure, exigeait que tous les hommes soient traités sur un pied d'égalité. Nordau a perçu l'émancipation juive comme le résultat d'une équation régulière. Chaque homme naît avec certains droits, les juifs sont des êtres humains, par conséquent, les juifs naissent pour posséder les droits de l'homme et non pas les quémander. Le rejet par Nordau de l'idée d'émancipation n'est toutefois pas entièrement basé sur l'affaire Dreyfus. Il s'est manifesté en fait beaucoup plus tôt dans deux ouvrages de l'auteur, Les mensonges conventionnels de notre civilisation, paru en 1883, et le fameux Dégénérescence en 1892. Mais ces prises de position seront marquées toutefois par quelques controverses. Ainsi, au 6e congrès sioniste, Nordau est chargé de défendre le programme ougandais, l'installation, pour rappel, des Juifs en Ouganda, l'idée qui ne fait pas du tout évidemment l'unanimité, car absolument pas en adéquation avec les écrits bibliques et le lien avec la terre de Judée, la terre d'Israël. En tout cas, aujourd'hui, Max Nordau est considéré en Israël, à juste titre, comme un des pères fondateurs du sionisme moderne. Et c'est à Paris qu'il va mourir, là où il a passé donc plus de la moitié de sa vie, le 23 janvier 1923. C'est en 1926 que sa dépouille sera transférée à Tel Aviv, au cimetière Trumpeldor. Aujourd'hui, un grand boulevard dans la ville blanche porte son nom. Et puis Max Nordau a aussi une fille qui a été très célèbre, on n'en a pas parlé, Maxa Nordau, considérée comme une des peintres emblématiques de l'école de Paris, de ses voyages à travers Israël, l'Égypte et la Syrie. Elle peindra un grand nombre de paysages, artiste particulièrement attaché à Israël, bien sûr, comme son père. Elle consacre ainsi une œuvre sensible à travers de multiples vues historiques, entre autres sur les villes de Jérusalem, Jéricho, Yafo et Tibériade. Elle s'éteindra, Maxa Nordau, à l'âge de 96 ans en 1993.